Alors, maintenant qu'on a défini la notion de variable aléatoire, puis la notion d'événement associé de variable aléatoire, on peut définir une troisième notion, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Donc si on se donne x, une variable aléatoire définie sur l'univers oméga à valeur dans un ensemble E, ce qu'on appelle loi de probabilité de x, c'est l'application qui va de E dans l'intervalle 0,1, et à x, un élément de E, vous associez la probabilité que grand X égale petit x. Donc là, on a vu que nous, dans notre programme de PCSI, l'ensemble E peut être infini. Par contre, notre variable aléatoire grand X, elle prend qu'un nombre fini de valeurs qui sont contenues dans l'univers image qu'on appelle x d'oméga. Donc dans E, il y a l'ensemble x d'oméga, c'est les valeurs que prend x. Alors si x n'est pas dans x d'oméga, l'événement grand X égale petit x, il est vide, donc sa probabilité, elle est nulle. Donc en fait, pour déterminer cette fonction, il suffit de calculer la probabilité que grand X égale petit x seulement pour les petits x qui sont dans l'univers image x d'oméga, puisqu'en dehors, de toute façon, ça fait 0. Et donc, dans un exercice où on vous demande de trouver la loi de x, eh bien, il faut absolument commencer par trouver l'univers image x d'oméga. Et une fois que vous avez votre univers image, vous calculez pour chacune des valeurs p de grand X égale petit x. Alors, plus concrètement, donc comme on est dans un cadre d'univers fini, on a vu que l'univers image x d'oméga, il avait n valeurs, x1 jusqu'à xn. Et donc quand on vous demande de trouver la loi de x, il faut calculer p de grand X égale xk pour chaque indice k entre 1 et n. Alors si n n'est pas trop grand, on peut représenter les résultats sous forme d'un tableau à une entrée. Première ligne, vous mettez petit x, deuxième ligne, p de grand X égale petit x. Donc première ligne, les valeurs de petit x, c'est les valeurs qui sont dans l'univers image, donc x1 jusqu'à xn. Donc trouver l'univers image, c'est remplir la première ligne du tableau. Et ensuite, pour chacune de ces valeurs, vous calculez p de grand X égale x1, p de grand X égale x2, jusqu'à p de grand X égale xn. Donc là, il y aura deux méthodes. Soit vous les faites une par une, mais bon, s'il y a 12 valeurs, il faudra faire 12 calculs, mais des fois, on n'aura pas le choix. Soit vous essayez de faire toutes les valeurs en même temps, en étant dans un cadre très abstrait. Donc ce sera plus rapide, mais plus compliqué. Alors parfois, on fait aussi un diagramme en bâton, mais ça, on va très peu l'utiliser. Alors, quelques résultats. Donc le premier, il dit que la loi de x, ça vous définit une nouvelle probabilité sur l'univers x d'oméga. Bon, ça, c'est un résultat assez abstrait, donc on va le laisser dans une autre vidéo. Il ne va pas nous servir de toute façon. Ce qui va nous servir, c'est le corollaire qui suit. Donc pour toute valeur prise par grand X, p de grand X égale petit x, c'est un réel entre 0 et 1. Bon, ça, c'est évident parce que c'est une probabilité. Et ensuite, la somme de ces valeurs donne 1. Alors là, cette somme, elle est peut-être un peu abstraite. Donc on peut préciser ici, comme x d'oméga, c'est les valeurs x1 jusqu'à xn. Cette somme ici, on peut l'écrire plus classiquement, somme des probabilités que grand X égale xk pour k allant de 1 à n. Donc là, on retrouve une notation usuelle. Et ceci doit être égal à 1. Donc quand on fera des variables aléatoires qui pourraient prendre un nombre infini de valeurs, on voit qu'on va avoir un souci ici, parce qu'on aura une somme infinie. C'est pour ça que ce genre d'étude ne sera faite qu'en seconde année. Et donc pour nous, ceci peut permettre soit de vérifier nos calculs, soit de trouver un des termes de la somme si on connaît tous les autres. C'est-à-dire que dans votre tableau, si vous avez trouvé toutes les cases ici, vous pouvez vérifier votre calcul en vérifiant que la somme donne 1. Et bien sûr que chaque valeur est entre 0 et 1, sinon c'est absurde. Ou autre cas de figure, vous avez trouvé toutes les valeurs, mais il vous en manque qu'une. C'est un cas particulier un peu compliqué. Vous pouvez dire que la valeur qui vous manque, c'est 1 moins la somme des autres valeurs. Alors là, attention, quand vous faites ça, vous supposez que les autres valeurs sont justes. Ça ne vous permet pas du tout de vérifier vos calculs. Voilà, donc on va voir ça sur un exemple. Donc par exemple, on lance 2 dés distinguables, ou 2 fois le même dé. Oméga, c'est les couples de chiffres entre 1 et 6. Et notre variable aléatoire grand X, c'est la somme des deux chiffres obtenus, dont on a déjà un peu parlé dans le paragraphe précédent.
Donc, à un résultat de votre expérience, vous associez bien un nombre, la somme des deux chiffres. Donc x est bien une variable aléatoire réelle. Alors l'univers image, on l'avait déterminé, c'est les entiers de 2 à 12. Donc en fait, c'est même une variable aléatoire à valeur entière. Et donc, ce qu'on doit calculer, c'est la probabilité que grand X prenne chacune de ces valeurs. Donc la probabilité que grand X égale K pour chaque entier K entre 2 et 12. Donc là, on l'avait dit. Ici, ça arrive dans un exemple. Quand les valeurs sont des entiers, ce qu'on appelait XK, c'est tout simplement K. C'est beaucoup plus simple. Donc en fait, là, dans 99% des exercices, vous allez calculer la probabilité que grand X égale K pour toutes les valeurs entières possibles de K. Alors ici, donc, ça fait 11 valeurs. En fait, on a du mal à faire un seul calcul abstrait. On va faire 11 calculs différents. Donc on commence par K égale 2, donc l'événement. Alors avant de calculer les probabilités, on regarde les événements. Qu'est-ce que c'est x égale 2? X égale 2, c'est la somme des deux chiffres obtenus et 2. On le réécrit en fonction de la modélisation. Donc si la somme des deux chiffres obtenus est 2, c'est que les 2D ont donné tous les deux 1. Et donc c'est une partie d'oméga avec un seul élément. Donc la probabilité que x égale 2, c'est 1 sur 36. Alors de même, x égale 3, c'est la somme des deux chiffres donne 3. Donc il y a deux possibilités, vous avez obtenu 1 et 2, ou alors 2 et 1. D'accord? Puisque comme on a 2D distinguables, il faut tenir compte de l'ordre des deux chiffres. Donc la probabilité que x égale 3, c'est 2 sur 36. P de x égale 4, donc là il y a 3 possibilités, vous trouvez 3 sur 36, etc. Vous continuez. Et donc on peut tout résumer dans un tableau comme ça, qui donne ce qu'on appelle la loi pour probabilité de x. Donc la probabilité que x égale autre chose qu'une de ces valeurs, c'est 0, donc on ne l'écrit pas dans le tableau. Alors là on peut faire un diagramme en bâton, pour visualiser un petit peu. Alors le diagramme permet d'avoir une idée de comment se répartissent les chances de voir apparaître certaines valeurs. Donc ici on voit que la valeur la plus probable, ce sera souvent 7. Et ensuite on voit ce qu'on appelle une loi symétrique, puisque là on a une espèce d'axe de symétrie pour les bâtons rouges. Et on peut faire une prédiction pour les paragraphes qui suivent. Quelle sera la valeur moyenne de x? Il semblerait que ce soit autour de 7, puisque la loi est symétrique. Alors, maintenant, on va se poser une autre question. Si on se donne le tableau, donc on vous donne toutes ces valeurs, est-ce que ça vous définit une variable aléatoire grand X et sa loi de probabilité? Alors on sent bien qu'il va y avoir des conditions. Dans les cases qui sont en bas, on ne peut pas mettre des nombres négatifs et on ne peut pas mettre des nombres plus grands que 1. Et puis il faut bien que la somme des probabilités, ça fasse 1. Alors la question c'est est-ce que ces conditions suffisent à être sûr que ça vous définit bien une variable aléatoire grand X? Donc la réponse est oui, c'est le théorème 6. Donc là vous vous donnez des réels P1, Pn, donc qui vérifient ils sont positifs, et la somme de ces valeurs fait 1. Alors, petit exercice assez simple, s'ils sont positifs et que la somme fait 1, on voit facilement qu'ils sont tous entre 0 et 1 en fait. Donc là vous êtes en train de vous donner la deuxième ligne du tableau en fait. Alors une fois que vous avez fait ça, vous prenez n'importe quelle valeur x1, xn, 2 à 2 distinctes, c'est-à-dire que vous vous donnez la deuxième ligne du tableau, il faut que ce soit des nombres positifs et que la somme fasse 1. Ensuite, pour la première ligne, vous prenez ce que vous voulez, tant que c'est des valeurs distinctes. Eh bien, le théorème dit qu'il existe une variable aléatoire grand X définie sur un espace probabilisé qu'on ne précise pas. Et alors, on est sûr que les valeurs prises par grand X, c'est x1 jusqu'à xn, donc les valeurs distinctes que vous avez prises ici. Et pour tout entier k, la probabilité que grand X prenne la valeur xk, c'est pk. Donc oui, je répète, donc si vous prenez des nombres positifs dont la somme fait 1, ici vous prenez n'importe quoi, et bien ça vous définit une variable aléatoire grand X, et ici c'est sa loi de probabilité.
Donc, dans certains exercices comme ça, il n'y aura pas de texte avec des dés ou des cartes ou des pièces. Vous aurez juste comme ça des formules et on fera des calculs formels. Donc par exemple, on va vous demander ça, on prend n un entier naturel et on vous demande de montrer qu'il existe une variable aléatoire grand X, sa valeur dans 0n, dont la loi est donnée par cette formule. Et là on voit que grand X, on ne vous dit pas que c'est le nombre de 6 ou le nombre d'as que vous obtenez quand vous faites telle chose avec un jeu de cartes. Ce sera juste des formules et puis on fera des calculs abstraits avec ça. Alors, comment on répond à cette question? Il faut vérifier les conditions du théorème. Alors, il faut identifier les réels P1 jusqu'à Pn. Alors, petite difficulté, c'est qu'ici, on va être à valeur dans 0n. Donc, il faut faire un petit décalage d'indices. Pour k de 1 à n plus 1, on appelle pk, c'est k-1 parmi n, 1 sur 2 puissance n, et xk, c'est k-1. Donc au lieu d'être numérotés de 1 à n, ils sont de 1 à n plus 1. En fait, n plus 1, vous l'appelez n', donc ça ne pose pas de problème. Donc il faut vérifier qu'ils sont positifs, c'est complètement évident. Et il faut faire leur somme. Donc par changement d'indice, on est ramené à cette somme. On peut sortir 1 sur 2 puissance n, puisque ça ne dépend pas de k, qui est l'indice de sommation. Et ici, la somme des k parmi n, on sait que c'est 1 plus 1 puissance n, donc c'est 2 puissance n. C'est la formule du binôme. Donc on trouve 1. Donc le théorème dit qu'il existe une variable aléatoire grand X, telle que les valeurs prises par grand X, c'est les entiers de 0 à n. Et pour tout entier k de 0 à n, la probabilité que grand X égale xk. Donc ici on a fait un décalage d'indice, k moins 1 c'est xk, donc k c'est x indice k plus 1. Et donc ça fait pk plus 1. C'est-à-dire pour tout entier k de 0 à n, p de grand X égale k, c'est k parmi n, 1 sur 2 puissance n. Alors ici on a fait quelque chose de pénible, c'est qu'il a fallu décaler les indices pour que les indices commencent à 1, et puis à la fin les redécaler une deuxième fois pour revenir à 0 comme dans l'énoncé. Bon ça c'est un peu pénible et ça apporte pas grand chose, donc en fait on le fait pas. Donc je vous encadre en rouge ce qu'il faut écrire. Vous ne vous préoccupez pas des indices, vous vérifiez juste que les nombres sont positifs, que la somme fait 1, et alors il existe une variable aléatoire grand X dont l'univers image est ce que vous avez choisi, et pour chaque valeur dans l'univers image, vous avez la probabilité que vous souhaitiez. Donc on ne parle pas des décalages d'indices, puisque ce n'est pas très intéressant. Voilà, donc là la question, des fois on va vous demander de montrer que grand X existe, ou des fois on va vous demander de montrer que grand X est la loi de grand X est bien définie. Donc ça c'est pas très clair comme question, mais si on vous demande de montrer que la loi de X est bien définie, ou que X est bien défini, c'est encore moins clair. Ça veut dire vérifier que les nombres sont positifs et que la somme fait 1. Alors ensuite, une dernière chose très importante, c'est que pour les variables aléatoires à valeur entière, on a vu que pour nous c'était quasiment toujours le cas, on va jouer entre les probabilités que grand X égale K, probabilité que grand X soit plus petit que K, et probabilité que grand X soit plus grand que K. Alors on a tout un tas de formules. Donc par exemple, si vous connaissez ces probabilités, vous pouvez trouver celle-ci. C'est la première ligne ici. Ou réciproquement, si vous connaissez P de X égale ce que vous voulez, vous pouvez trouver ces deux probabilités. C'est les formules qui sont là. Et on a encore d'autres formules avec des inégalités strictes. Donc tout ça, là, on ne va pas pouvoir l'apprendre par cœur, donc on va apprendre à le retrouver. Alors, donc on se place dans le cas où x est à valeur entière, c'est-à-dire que x de oméga, ça va être inclus dans les entiers naturels. Alors pour nous, en PCSI, c'est un ensemble fini, donc ça ne pourra pas être n en entier qui est infini. Donc en fait, il va exister un entier n tel que x d'oméga se soit inclus dans 0n, n étant la plus grande valeur possible de x. Alors premier point, on suppose qu'on sait calculer p de x plus petit que k pour tout k dans 0n, et on veut calculer p de x égale k. C'est ce qu'on appelle la loi de x.
Alors comment on fait? On fait ce petit raisonnement. Donc on fixe l'entier k. Et ensuite, pour un résultat de notre expérience, si x prend une valeur plus petite que k, comme x est un entier, on peut dire qu'il y a deux possibilités. Soit c'est un entier plus petit que k-1, soit cet entier c'est k. Et alors ça, on va l'écrire avec des événements. Et où, on rappelle que pour les ensembles, c'est l'union. Donc x de oméga plus petit que k, ça veut dire que oméga appartient à l'ensemble x plus petit que k. Ici, c'est oméga appartient à x plus petit que k-1, et ici, c'est oméga appartient à x égale k. Comme c'est où, on peut faire l'union, et j'ai mis un plus ici, puisque ces deux événements sont incompatibles. En effet, on ne peut pas avoir x plus petit que k-1 et x égale k en même temps. C'est contradictoire. Donc on a cette équivalence, et après, donc, dans le premier chapitre de l'année, on a vu que quand on a x appartient à A, c'est seulement si x appartient à B. Au niveau des ensembles, ça veut dire que A égale B. Donc là, au niveau des événements, on peut écrire cette formule qui est très importante. X plus petit que K, c'est l'événement x plus petit que K-1, union disjointe avec l'événement x égale K. Donc ça, on verra qu'à l'usage, on n'écrit pas là toutes les premières lignes, on arrive directement à écrire cette formule. Mais j'ai bien détaillé, puisqu'attention, là on manipule les ensembles, ce n'est quand même pas très simple. Alors ensuite, on sait qu'une probabilité c'est additive, donc si on passe à la probabilité, ici comme c'est une union d'événements incompatibles, ça devient un plus. Et en faisant passer ce terme de l'autre côté, on a trouvé que la probabilité que x égale k, c'est donc la probabilité que x soit plus petit que k, moins la probabilité que x soit plus petit que k-1. Première formule. Alors maintenant, on va faire pareil avec le signe p de x plus grand que k. Donc là, on raccourcit un peu le raisonnement. Dire qu'un entier est plus grand que k, soit il est égal à k, soit il est plus grand que k plus 1. On passe aux probabilités, et on arrive là. Donc c'est une autre formule. Donc là, on voit que c'est très difficile à apprendre par cœur. On ne saura jamais si c'est k-1, k plus 1. C'est pour ça que je vous conseille de repartir à chaque fois de ce raisonnement ici. Alors, la réciproque, si cette fois on connaît les p de x égale k, donc la loi de x, comment on calcule la probabilité que x soit plus petit que k? Donc là, on va refaire le raisonnement depuis le début. On prend une valeur k entre 0 et n. Un résultat de l'expérience. Alors, dire que x va prendre une valeur plus petite que k, encore une fois, comme c'est un entier, entre 0 et n, eh bien, il n'y a qu'un nombre fini de possibilités, soit x vaut 0, ou x vaut 1, etc., ou x vaut k. Donc on écrit ça avec des ensembles, comme ceci. Donc les ou deviennent des unions. Les événements x égale j, ils sont 2 à 2 incompatibles, puisqu'on ne peut pas avoir en même temps x égale 2 et x égale 3. Donc j'ai mis un petit plus ici. Donc l'équivalence nous donne l'égalité de ces événements. Donc là pareil, en général on n'écrira pas les premières lignes. On va écrire directement cette formule, qui dit qu'un entier est plus petit que k, et qui est positif, eh bien, il prend une valeur j, où j est entre 0 et k, et c'est l'union puisqu'il prend la première valeur, ou la deuxième, ou la troisième. Et donc, comme p est additive, quand on passe aux probabilités, si ça devient une somme. Donc p de x plus petit que k, ça devient la somme de 0 à k des p de x égale j. Avec le signe plus grand, donc là on recommence, dire que x prend une valeur plus grande que k, et bien comme c'est un entier, il a pris une valeur j entre k et n, et donc p de x plus grand que k, c'est la somme des p de x égale j, pour j allant de k à n. Voilà. Et ensuite, donc, je vous propose un exemple où on utilise ces formules, qui sera fait dans une autre vidéo, puisque c'est un petit peu long et un petit peu difficile.